Et bien voilà, son et image. Voilà. C'est pas mal, on a les deux cet après-midi. Il est 17 h, on est le 20 août. Et beaucoup d'enseignants sont là, derrière leurs écrans, parce qu'ils commencent à se poser des questions, ils commencent à s'organiser, à se dire « je ne vais pas avoir assez de temps, la rentrée c'est dans 2 semaines ». Et donc on s'est dit que de faire un live avec toi, Grégoire, c'était peut-être donner des pistes pour commencer à organiser son temps, si tant est que ça soit possible, du mieux possible dès le début et de prendre de bonnes habitudes. Parce que de toute manière, posons comme postulat que quand on est enseignant, on n'a jamais fini son boulot, qu'il reste toujours un petit truc à faire et qu'on pourrait ne jamais s'arrêter. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, si tu veux bien. D'accord ? Je veux bien. Et du coup, je vais te demander qui tu es. Moi, je sais qui tu es, mais allez, présente-toi à tout ce monde qui est derrière. Bonjour à tous. Je m'appelle Grégoire Gadebois et j'ai une petite boîte de conseil, donc une petite entreprise de conseil qui accompagne les entreprises dans leurs organisations, à la fois l'organisation personnelle de leurs collaborateurs et aussi dans les questions de communication entre les personnes. Voilà, et donc je suis un vieux partenaire de SynLab avec pour lequel je contribue depuis pas mal d'années maintenant. Voilà qui je suis. Et du coup, c'est toujours un plaisir de te recevoir, à la fois en termes de pertinence et de joie de vivre. Voilà, ça fait du bien. Oui. Voilà, je te fais des compliments comme ça devant la caméra. Alors, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que dans notre boulot, en fait, pour témoignage, quand tu bosses, tu culpabilises de ne pas être avec tes proches. Et quand tu es avec tes proches, tu culpabilises de ne pas bosser. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on peut tenter de trouver un juste milieu suffisamment vivable pour tout le monde. Et pour commencer, on va essayer de définir un peu, on parle d'équilibre, hein, on parle d'équilibre vie pro, vie perso, mais finalement, ça veut dire quoi ? Parce qu'il n'y a pas une norme là-dedans. Donc c'est quoi cet équilibre ? Alors, c'est une bonne question parce que... Je te remercie de l'avoir posée. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. C'est une bonne question parce que c'est toute la problématique de la gestion du temps et ce que tu as évoqué, des métiers qui sont très porteurs de sens. Quand on a un métier qui est très porteur de sens, en fait, on fait plus qu'un métier. En réalité, on a une vocation. Et quand on a une vocation, eh bien, elle justifie qu'on y consacre 24 heures de la journée à cette vocation. Et c'est toute la difficulté du métier d'enseignant, du métier d'aide au développement des enfants, qui est un des plus beaux métiers du monde, certainement. C'est qu'on pourrait l'exercer au-delà du métier en lui-même, hein, c'est-à-dire au-delà de corriger des copies, de préparer des cours et de participer à des conseils de classe et autres. Surtout, c'est cette vocation qui est de développer les enfants. Il n'y a pas d'heure pour développer les enfants. Pour participer au développement de la jeunesse d'un pays, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... Donc tout ça est très important parce que c'est à la fois très porteur de sens. On y consacre toute sa vie, toute son énergie. On pourrait le faire en tout cas. Mais toute cette vie et toute cette énergie, eh bien, évidemment, ça va avoir des conséquences sur notre vie personnelle. Et quand tu évoques, Nathalie, la question de l'équilibre, justement, hein, notamment entre ce qu'on appelle la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est là qu'il faut distinguer deux choses. C'est que d'une part, il y a un temps de travail qu'on va organiser, et il y a ensuite un équilibre de vie à trouver. Et ça ne va pas être exactement la même chose. Et ce sera très compliqué pour tous nos amis enseignants, parce que justement, ils sont dans un métier qui est très porteur de sens, et comme je disais tout à l'heure, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Et donc, à l'intérieur de cette vocation, il faudra se donner à soi-même un certain nombre d'interdictions, poser un certain nombre de frontières qui vont permettre de trouver un équilibre. Est-ce que, du coup, la première question qu'on pourrait se poser, c'est quels pourraient être les signes de déséquilibre ? Parce que finalement, si je suis bien dans mon boulot, je ne sais pas, j'imagine, je suis célibataire en début de vie professionnelle, je peux consacrer pas mal de temps à mon boulot, je m'y sens bien, c'est OK. Enfin, c'est OK. Du coup, est-ce qu'on peut commencer finalement par se questionner sur où est
le curseur du déséquilibre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, où est-il? Ça, je ne me Non, permettrai tout à pas fait, d'y oui. répondre parce que, d'une part, c'est très individuel, hein, Mhm. et chacun n'a pas la même disposition comment dire, à cette équation difficile. Euh, en revanche, il y a un truc qui est très important dans ce que tu évoquais, c'est euh, quels sont les signaux du déséquilibre. Et c'est d'autant plus intéressant ce que tu disais, c'est que tu as pris l'exemple de la personne célibataire Mhm. qui peut consacrer, entre guillemets, plus de temps. Mhm. Euh, Pourquoi c'est intéressant cet exemple? Parce que très souvent, les premiers signaux de déséquilibre, c'est notre entourage. Mhm. C'est notre entourage qui va nous dire, dis donc, je te trouve fatigué, dis donc, je trouve que tu en fais beaucoup, dis donc, en ce moment, tu es tu es de moins bonne humeur, dis donc, en ce moment, Mhm. j'ai l'impression que... Et donc, c'est par l'entourage qu'on va commencer à obtenir les premiers signaux d'un possible déséquilibre. Nous sommes en général très mal placés en tant qu'individus, en tant que nous-mêmes, nous sommes souvent très mal placés pour savoir si nous sommes dans une phase d'équilibre ou dans une phase de déséquilibre. J'y reviens une fois de plus, en particulier dans des métiers à vocation, où on peut se dire que cette vocation m'emporte entièrement. Mhm. Tout à fait. Donc un entourage à écouter. Alors un entourage à écouter, les premiers signaux, les premiers commentaires doivent être pris au sérieux et doivent nous inviter à un regard sur tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, tiens, qu'est-ce qui est raisonnable, pas raisonnable, etc. etc. Tu as évoqué la personne célibataire, mais à partir du moment où on est avec un partenaire ou dans une communauté, ou peu importe, à partir du moment où on est avec des autres, c'est important pour trouver cet équilibre avec les autres de savoir aussi quelles sont eux leurs attentes par rapport à nous, nos disponibilités, à quel moment ils ont envie de nous voir disponibles, à quel moment il est acceptable pour les autres qu'on retourne au travail parce qu'on n'a pas terminé quelque chose, etc. etc. Donc il y a une relation à l'entourage qui est importante à la fois pour obtenir des signaux d'alerte et puis d'autre part pour que nous puissions questionner pour savoir qu'est-ce que vous attendez de moi en termes de présence, de disponibilité pour pouvoir y répondre au mieux. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, à partir du moment où on soupçonne un déséquilibre dans sa vie et que l'entourage nous renvoie ça, il y a une nécessité à faire un vrai stop et de se dire, ok, comment je fais pour répondre à toutes ces injonctions, entre guillemets, qui m'entourent, celle du boulot où j'ai un inspecteur, un supérieur, des élèves qui attendent de moi des choses, il y a ma famille qui attend des choses de moi, il y a mes amis qui attendent des choses de moi, et du coup je suis au milieu de tout ça, et je fais comment? Et je trouve, qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins de capacité à dire stop et mettre des frontières? Et comment je fais? Voilà, une question à double entrée. Oui. Alors, si tu me permets, Nathalie, il y a pour moi aussi un prérequis qui est de bien comprendre que le fameux équilibre dont on parle, il n'est pas nécessairement l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Nous pouvons avoir dans la vie professionnelle un certain nombre de tâches, un certain nombre d'activités qui nous ressourcent énormément. Et nous pouvons avoir dans notre vie personnelle des activités ou des tâches qui nous ennuient profondément et qui nous stressent profondément. À titre personnel, je préfère une séance de coaching avec quelqu'un que j'apprécie plutôt que d'aller déjeuner avec ma belle-mère. Bon, okay. Ouais, donc tout ça pour dire qu'en fait, l'équilibre, il faut le regarder avec une perspective qui est qu'est-ce qui me ressource, donc qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie et qu'est-ce qui me coûte en énergie, qu'est-ce qui me stresse et qu'est-ce qui au contraire m'apaise ou me rend harmonieux, me rend heureux. Donc c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver. Et évidemment, c'est un dialogue intérieur qu'on doit avoir parce que parfois, certaines réponses ne sont pas très politiquement correctes. Aller dire à son conjoint que finalement on préfère retourner préparer quelque chose pour le lendemain, une activité pour les enfants le lendemain, plutôt que d'être en tête-à-tête à dîner, bon, bah, pas forcément quelque chose qui est facile, un, à dire, deux, à entendre. Tout à fait. Et donc on peut bien imaginer que ça peut créer des tensions. Donc c'est pour ça que c'est important que ce dialogue soit un dialogue intérieur, c'est pas quelque chose qu'on va comme ça jeter à la face de l'autre, bien sûr. Hein, c'est quelque chose qu'il faut bien intérioriser et il faut avoir une capacité à dialoguer intérieurement sans se raconter d'histoire.
j'insiste là-dessus, Ouais, sans c'est se ça. raconter Tout à fait. d'histoire. C'est de soi à soi. Donc, je retiens une chose. Première des choses, première étape, à la limite, en ce début d'année où on a encore un peu de temps, c'est de se poser et de se faire 2 colonnes. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en prend? Et de voir si, comment dans un emploi du temps ça peut s'organiser. Est-ce que ça peut être une première démarche finalement? Oui, complètement. Après, une fois que vous êtes à peu près au clair sur, bon, globalement, d'abord, il faut faire une liste d'activités avant de pouvoir dire celle-là, je la mets à droite dans la colonne de droite, celle-là, je la mets dans la colonne de gauche. Il faut d'abord faire une liste d'activités. Finalement, le métier que j'exerce, il est composé de quoi comme activité? Et puis ensuite, ma vie personnelle, elle est composée de quoi comme activité? Je dis bien activité avant de parler de j'aime ou j'aime pas. Et donc, on va faire la liste des activités. Et puis, parmi toutes ces activités, on peut effectivement donner une cotation. Alors, ça peut être j'aime, j'aime pas, ou ça me ressource, ça me ressource pas. Ça peut être, on peut multiplier l'échelle. On peut donner des étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ça me donne de l'énergie ou ça m'en prend. Mais c'est important de pouvoir être au clair là-dessus et puis de faire ce travail pour pas se mentir, comme on l'a dit, mais tout à fait. Lister les activités et ensuite être au clair sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui ne m'en donne pas. Après, il faudra confronter cette liste et cette réalité de ça m'en donne ou ça m'en prend. Il faudra confronter ça avec les contraintes que l'extérieur impose. Parce que on peut considérer qu'il y a quelque chose qui me prend de l'énergie. Ah oui, mais il faut le faire quand même. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais en tout cas, il faut bien être conscient. La mécanique est simple. C'est si je fais quelque chose, si j'ai quelque chose à faire qui va me prendre de l'énergie, c'est important de savoir ce que je vais faire avant pour me préparer, pour me gonfler en énergie, et ce que je vais faire après pour pouvoir regonfler une fois que je suis vidé en énergie, pour pouvoir me regonfler en énergie. Et de pouvoir alterner comme ça un certain nombre d'activités. Super. Je veux bien qu'on parle là maintenant de ces injonctions, non pas extérieures, mais qu'on se donne à nous-mêmes. Ouais. Parce que finalement, les injonctions qui viennent de l'extérieur, on arrive à peu près à les identifier. Mais souvent, on surpasse ces injonctions en apportant d'autres qui sont de soi à soi. Et je veux bien qu'on en parle de ces drivers qui viennent nous polluer et qui sont intéressants à identifier. Alors c'est un travail au long cours, mais qui sont intéressants à identifier pour se dire peut-être que je peux aller titiller un peu ce côté-là. Oui. Après, c'est toute une question de comment mon moteur personnel devient mon propre piège. C'est ça. Et comment ma force me fait moi-même me mettre dans des situations très délicates. Tu as nommé les drivers, les principaux. Il y a cette recherche de la perfection, donc on appelle ça le soi parfait. Donc on ne veut pas cesser tant que la tâche n'est pas accomplie de manière parfaite. D'abord, qu'est-ce que c'est que la perfection? On pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que la perfection? Qui a dit qu'il fallait être parfait? Et quel est le coût pour passer de excellent à parfait? Et si le coût est le même pour passer de mauvais à excellent, et que pour passer de excellent à parfait, il faut dépenser la même quantité d'énergie, là, il y a peut-être une gestion à opérer. Donc, cette recherche de perfection est évidemment un gage de qualité pour les enfants, donc c'est pas la question de dire tout à fait. On cherche la médiocrité, mais c'est de bien prendre conscience que cette recherche de perfection, elle peut être extrêmement néfaste à l'organisation personnelle, à la gestion du temps et à l'équilibre que l'on va chercher à trouver entre les activités qui nous donnent de l'énergie et celles qui ne nous en donnent pas. Après, vous avez on va dire le pendant qui est ce qu'on appelle le fait plaisir. C'est-à-dire que je ne sais pas dire non aux autres. Et les personnes ont pour moi priorité sur tout. Quand je dis les personnes, c'est-à-dire que autrui a priorité sur tout, y compris sur moi. Ce qui veut dire que je ne vais jamais dire non quand on va me demander quelque chose à faire, que ce soit d'ailleurs dans l'environnement professionnel ou dans l'environnement personnel. À partir du moment où quelqu'un avec un sourire, quelqu'un que j'apprécie, ou même quelqu'un que j'apprécie pas d'ailleurs, mais dans le but de me faire apprécier de cette personne, je vais évidemment dire oui, je vais le faire, même si 1, j'ai pas le temps, 2, j'ai pas envie, 3, c'est pas une tâche qui m'apporte quoi que ce soit, mais je vais quand même accepter cette tâche parce que je veux faire plaisir aux autres.
Donc ça, c'est hyper important parce que des profils qui ont une forte résonance humaine, une forte empathie, et Dieu sait si dans le monde de l'enseignement... Je ne peux pas dire non, quoi. Ben voilà, dans l'enseignement, on sait que c'est quelque chose on va retrouver souvent, hein, c'est cette appétence pour autrui. Il peut y avoir un vrai piège à vouloir faire plaisir, et tellement faire plaisir qu'on va se retrouver débordé. Et sans, sans être lucide sur les alertes. Et donc, à un moment donné, on peut basculer d'un coup de je vais bien, je tiens le coup, c'est super, j'aide, ça a beaucoup de sens. Et puis, paf, d'un seul coup, tomber dans l'épuisement, phénomène d'épuisement qu'on malheureusement on connaît et qu'on rencontre. Comment on fait pour identifier ça? Enfin, voilà, est-ce que tu as un petit truc à nous conseiller, même un petit test en ligne, enfin, quelque chose qui permette de se questionner sur ce que peuvent être nos drivers? On est bien OK que ce n'est pas une psychothérapie, que c'est juste les identifier et de voir finalement qu'est-ce qui vient alimenter notre moteur et qu'est-ce qui vient nous polluer. Et malgré les bonnes intentions qu'on a, parfois on n'y arrive pas à cause de ces injonctions. Oui. Alors juste un truc, Nathalie, c'est que donc on a évoqué 2 injonctions. Oui, tout à fait. C'est soit parfait, fait plaisir. Il y a une troisième qui est très dévastatrice aussi, c'est soit fort. Et justement, soit fort, ça fait écho à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je ne veux pas reconnaître que j'ai mal parce que je dois être fort, je dois montrer que la douleur ne m'atteint pas et que je suis courageux et je suis quelqu'un qui suis capable de faire face à la difficulté. Et donc, lorsque j'ai des difficultés, lorsque j'ai de la douleur, lorsque je dépasse mes propres limites, je ne le dis pas. Parce que je veux déclarer au monde, évidemment ça ne se fait pas de manière verbalisée, mais en termes d'attitude, je prends et je ne dis pas je veux être fort. Et donc, en réponse à cette volonté de montrer au monde que je suis fort, je vais refuser de dire, je vais cacher, mais surtout, cacher à moi-même que je suis en difficulté. Et ça, c'est un vrai piège. Donc ça, c'est la troisième injonction, perfection, être fort, faire plaisir. Et vous en avez un autre qui est donc ce qu'on appelle le fait des efforts. Donc c'est la personne qui va faire des efforts. Alors, par quoi ça se manifeste, une personne qui est dans le driver fait effort? C'est que la personne va rester sur sa table de travail très tard, très longtemps, très souvent, mais ce n'est pas pour autant qu'elle travaille. Mais elle fait l'effort de... C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller dans le frigo prendre une bière ou un coca ou un verre d'eau ou de thé vert. La personne ne va pas aller dans son salon regarder un programme télévisé. Non, la personne fait l'effort de se mettre à sa table, mais une fois qu'elle est à sa table, il ne se passe rien. Il n'y a pas le ressort, il n'y a pas l'efficacité. Mais en revanche, c'est très apaisant pour la conscience parce qu'on a fait l'effort. J'ai tout fait pour, le sentiment d'avoir tout fait pour. Donc voilà, quatrième driver. Donc je fais des efforts, donc je me mets en position de, même si je n'ai pas d'efficacité, soit fort, je cache ma douleur et mes difficultés, fais plaisir, je ne sais pas dire non et j'accepte tout ce qu'on me demande, et soit parfait, je vais à chaque fois chercher encore la version améliorée de ce que je suis en train de faire, et je n'arrête jamais de faire et refaire et refaire pour encore améliorer la tâche et le travail. Donc c'est intéressant d'avoir cette compréhension de soi-même. Alors sur Internet, je ne voudrais pas conseiller D'accord. Mais si vous tapez sur un moteur de recherche, vous tapez profil de personnalité, driver, donc driver c'est D-R-I-V-E-R, vous trouverez un certain nombre d'éléments. Certains sites Internet proposent des tests gratuits, d'autres sont des tests payants. Donc c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais vous trouvez très facilement driver, psychologie, personnalité, et vous tapez ça et vous trouverez assez facilement. Super, merci beaucoup. En fait, je m'aperçois que j'étais sur le mauvais canal pour lire les questions. Voilà, j'y suis, Karine. Je remercie d'ailleurs au passage Karine qui est dans le chat de l'émission et qui fait remonter toutes les questions. Il y a Alexia qui dit que de parler de vocation, pour elle, c'est une erreur. Alors, je pense que c'est même dangereux, parce qu'elle dit la mienne a été tuée dans l'œuf. Trop de boulot pour, au final, peu de résultats. Voilà. Mais c'est vrai qu'on
on nous submerge de ça. Voilà, on nous dit enseignant, c'est une vocation. Donc on répond à cette injonction. Donc avoir une vocation, on doit aimer ça tout le temps. Toute la nuance, c'est que c'est pas enseignant qui est une vocation. C'est le développement des enfants. Ouais. C'est-à-dire que vous avez, il y a, comment dire, il faut bien entre guillemets faire la nuance entre, on va dire, le sens et le métier. On va dire Tout à fait. le métier et le contrat de travail. Et c'est ça la différence. Et donc évidemment, quand on dit que développer des enfants, c'est une vocation, oui ou non d'ailleurs. D'abord, une vocation, elle est personnelle. C'est pas le métier qui porte la vocation. C'est la personne qui ressent ou pas cette vocation. Donc ça, c'est effectivement, je comprends tout à fait ce danger qu'il y a à mettre cette injonction en perspective. Et si on parlait un peu d'organisation de travail, et on voit dans les questions, il y a Alexia du coup qui dit aussi, parfois je travaille énormément avec finalement des résultats décevants par rapport à l'investissement. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de ça ? C'est quoi ? Pourquoi je travaille trop ? Quantité, performance ? Alors oui, et pourquoi je travaille trop ? Et puis ce qui est intéressant aussi dans la remarque d'Alexia, c'est finalement, je travaille beaucoup et le résultat est décevant. Mais finalement, c'est décevant pour qui ? C'est décevant pourquoi ? C'est à quel terme ? Parce qu'un résultat peut être décevant à court terme et finalement, on peut avoir allumé un feu chez quelqu'un qui va couver et puis quelques années plus tard, il va se révéler quelque chose. Et ça interroge, alors évidemment, on n'a pas la partie du travail dans laquelle il y a eu un surinvestissement, enfin je dis surinvestissement, en tout cas beaucoup d'investissement pour un résultat et une déception, qui est ressenti comme faible. Mais en tout cas, ce que je veux mettre en perspective, c'est, et c'est toute la complexité et le paradoxe aussi de ce que nous sommes, êtres humains, c'est mais est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi ? Et évidemment, la réponse c'est bien souvent les deux. Donc, dans le résultat, il y a un vrai travail aussi de compréhension de soi mais finalement, je le fais pourquoi ? Je le fais parce que j'ai envie de développer des enfants, parce que j'ai envie de transmettre, parce que j'ai envie d'avoir un rôle dans la société qui est etc. Donc ça, c'est le sens qu'on va donner vers l'extérieur. Et après, il y a mais qu'est-ce que j'en attends en retour ? Et ça, c'est quelque chose, là aussi, c'est un dialogue intérieur qui réclame beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est finalement, qu'est-ce que j'attends ? Je me suis énormément investi et le résultat est très faible. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il faut questionner cette déception. Je suis déçue parce que je n'ai pas eu suffisamment de retours, par exemple des élèves ou des parents ou de l'institution. Ou la séance, ça peut aussi être la séance que j'ai préparée, j'ai mis 5 heures à la faire et en fait c'est passé en 2 minutes parce que mes élèves ont bâclé ça et du coup ils ont mis ça quasiment, ils ont jeté ça à la poubelle. Donc questionner qu'est-ce qui vient être touché dans cette déception. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne comme intention, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, c'est-à-dire comment je traduis mon intention dans un objectif, c'est-à-dire à quoi je veux arriver. Et en fonction du résultat qu'on va obtenir, c'est de revisiter tout cela et se dire, tiens, j'avais cette intention, je m'étais fixé cet objectif et j'ai obtenu ce résultat. Et là, dans la ligne entre l'intention, l'objectif et le résultat, on va voir justement ces éléments déceptifs qui sont évoqués. Et dans les éléments déceptifs, c'est là qu'il faut faire aussi une analyse rapide. Alors là, pour le coup, on peut l'ouvrir aussi à des collègues, parce qu'on a beaucoup parlé de dialogue intérieur personnel, mais je pense que dans l'organisation du temps et dans l'équilibre que l'on recherche, c'est très important aussi d'avoir des dialogues avec des pairs, des pairs ou que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le métier, mais d'avoir des dialogues. Et notamment de se dire, mais tiens, pour cette intention, cet objectif et ce résultat, quel a été le niveau d'investissement ? Et finalement, est-ce que je vis bien avec ça ou pas ? Et puis de se dire aussi, de se poser la question, mais tiens, ce résultat faible, à quoi il est dû ? Est-ce qu'il est dû à un manque de moyens ? Est-ce qu'il est dû à
moi-même, j'ai pas été performant parce que finalement, je m'aperçois que c'est pas là ma zone d'excellence. Donc, il faut peut-être que j'en fasse moins parce que de toute façon, je n'excellerai pas là-dessus. Ça peut être tout un tas d'autres sujets qui permettent d'analyser et de recalibrer. Est-ce que c'est un problème d'organisation, de préparation, d'investissement, ou est-ce que c'est un problème simplement que cette année, la classe est d'une telle manière, enfin comment dire, la classe est configurée et que les élèves ont un profil qui fait que c'est pas ça qu'il faut faire avec eux, et donc ce qui m'a pris énormément de temps, c'est pas la peine de reproduire ça parce que ça ne fonctionne pas dans cette configuration-là. Une fois de plus, il y a un truc très important dans cette question de la gestion du temps et de la recherche de l'équilibre, c'est pas de culpabilisation. Beaucoup d'honnêteté avec soi-même, mais pas de culpabilisation. Rien n'est mal et rien n'est bien. On recherche un équilibre qui, lorsqu'on le trouve, parce que parfois on le trouve et puis on le repère, et puis on le retrouve et puis on le repère, nous apporte beaucoup de joie intérieure, de joie profonde, qui du coup nous permettent de rayonner et de faire bénéficier notre entourage, que ce soit les enfants comme notre entourage personnel, de ce rayonnement. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand on se met au boulot, et c'est souvent les préparations qui nous demandent énormément de travail, hors classe, c'est quand je me mets au boulot de savoir pourquoi je m'y mets, de ce que j'attends comme résultat. Et du coup, ça permet peut-être d'identifier les moyens avec lesquels je vais pouvoir arriver à ce résultat. Et du coup, ça cadre peut-être mieux ce temps de travail plutôt que de me dire, je me mets au boulot. Et là, il y a un vaste champ derrière qui se met et c'est étendu à l'infini. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la plupart des activités professionnelles remplissent largement, non seulement une journée, mais remplissent largement 24 heures. Il suffit de continuer à travailler pour continuer à avoir du travail. Et c'est sans fin. Oui, tout à fait, c'est absolument ça. Sans fin. Donc une fois qu'on a atteint 24 heures, on est sûr que ça s'arrête. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais avec des conséquences évidemment dramatiques. Mais donc, il y a un moment donné, il faut être au clair sur à quoi j'affecte mon temps et quel est le meilleur rapport entre le temps que j'affecte, à quelle tâche j'affecte ce temps et qu'est-ce qu'il produit comme résultat pour les autres, mais aussi résultat pour soi-même. Et on en revient à ce qu'on évoquait au début du live, qui est qu'est-ce qui me nourrit en énergie et qu'est-ce qui me draine en énergie. Et peut-être que dans l'activité qu'Alexia décrivait, enfin elle ne décrivait pas l'activité, mais quand Alexia disait finalement j'ai eu très peu de résultats, c'est peut-être quelque chose, elle a été enthousiasmée par le contenu et finalement drainée par le résultat. Donc ça veut dire, quand on sait ça, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à chercher le résultat et se mettre en perspective de c'est quoi le résultat que j'attends et comment je peux l'obtenir pour que je continue à me nourrir moi-même de ce résultat. Sinon, au bout d'un moment, le sentiment, c'est effectivement la frustration, la déception, jusqu'à l'inutilité de tout ce sacrifice. Alors, un sacrifice qui est inutile, alors vraiment, on peut se poser la question, à quoi bon tout ça ? Je veux bien prendre un exemple sur cette organisation de l'avant-rentrée, où qu'on ait commencé à bosser début juillet pour les jeunes enseignants ou qu'on se mette à bosser maintenant. On a une espèce de montagne informe devant nous en se disant par quel bout j'attaque le truc. Et moi, j'aime bien garder l'idée que finalement, l'objectif, c'est le jour de la rentrée. Voilà, c'est le premier jour où je vais arriver dans ma classe et que ce jour-là, je dois arriver avec bonne humeur, avec des activités pour intéresser mes élèves et les mettre en apprentissage et que finalement, selon le temps que j'ai, je vais m'éloigner de ce jour de rentrée. Si j'ai commencé à travailler en juin, fin juin, peut-être que je vais avoir travaillé mon jour de rentrée, ma première semaine et mon premier mois. Et puis si je commence à bosser là maintenant, je vais peut-être juste préparer ma première journée. Plutôt que de regarder ce tas informe qui peut me pousser à faire quelque chose dont je n'aurai utilité
qu'à Noël. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de prioriser et de se dire, plus je m'éloigne du temps de classe que je vise, moins c'est utile. Est-ce que c'est peut-être pas très clair ce que je te dis? Si, c'est clair. Le truc, c'est que moi, personnellement, Oui. je ne peux pas y répondre dans la mesure où je Tout à n'exerce fait. pas le métier d'enseignant. Donc, je ne sais pas, Oui, sais pas d'accord. dire. Très bien. En revanche, je peux complètement extrapoler en disant il y a un certain nombre de tâches qui sont affectées à des résultats, on va dire, court terme, Ouais. des tâches affectées à des résultats moyen terme et des tâches affectées à des résultats plus long terme. Et la question devient comment j'alloue mon temps et comment je répartis entre ce qui est du domaine du lendemain, ce qui est du domaine de la semaine et ce qui est du domaine du mois ou du trimestre. Tout à fait. Ouais. Et je pense que dans l'activité d'enseignant, il y a, j'allais dire malheureusement, c'est ni malheureux ni heureux, mais il y a un certain nombre de travaux qui vont concerner du long terme, c'est-à-dire que mettre en place des dossiers pour pouvoir être le jour du conseil de classe, être prêt à répondre de manière synthétique à l'analyse qui est faite des résultats d'un enfant. Il faut dès le début préparer les dossiers que l'on va remplir au fur et à mesure du trimestre, mais qui doivent être prêts assez tôt justement pour que le classement facilite ce travail. Voilà, donc c'est une forme d'investissement. Mais c'est dans l'allocation après, et là, c'est là qu'on en revient à chacun doit s'observer, chacun doit se comprendre, se connaître. Est-ce que je suis meilleur lorsque j'ai un travail à faire juste demain? Tout à fait. Et du coup, je déploie un talent de créativité parce que c'est demain que je suis dos au mur et du coup, je trouve des ressources insoupçonnables, insoupçonnées. Ou bien au contraire, je suis quelqu'un de très structuré, de très organisé, et donc j'arrive à affecter, et je suis meilleur quand tout est préparé longtemps à l'avance. Et je sais, le vendredi, ma semaine suivante, elle est déjà prête, elle est déjà calée, mes cours sont prêts, mes temps affectés sont déjà... je sais que je vais corriger mardi après-midi, j'ai un trou dans mon emploi du temps, je sais que cette séquence-là, elle est affectée à de la correction et toutes les semaines c'est pareil et je m'organise sur le long terme. Et ça, c'est très lié aux individus. Oui, et c'est OK en fait, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est OK, si je peux me permettre, à partir du moment où on ne se raconte pas d'histoire, tout à fait. Grande honnêteté vis-à-vis de soi-même et challenger avec des partenaires, la réalité, les amis, les partenaires, les collègues, et poser des questions sur, dis donc, moi, je m'aperçois que, est-ce que toi qui bosses avec moi, qu'est-ce que tu observes de moi, etc. Et ne pas hésiter à aller chercher aussi du feedback pour alimenter sa propre pratique. Même implicite, c'est-à-dire que quand je suis toujours à la bourre pour rendre mes dossiers, je mets en difficulté mon équipe. Donc c'est que mon fonctionnement n'est pas OK. Oui. Être OK, c'est être en lien avec sa réalité, la réalité extérieure et sa propre réalité, j'imagine. Oui, tout à fait. Je veux bien qu'on passe à quelque chose qui regroupe un peu toutes les questions qui se posent sur la reconnaissance, sur le fait de faire des choses qui ne nous semblent pas utiles, mais que les parents ou les élèves demandent. Là, on parle des évaluations, l'évolution des mentalités des tuteurs, des conseillers, des formateurs qui demandent plein de choses, et donc les enseignants qui sont dans des injonctions auxquelles ils n'arrivent pas à dire non. Et ça, se dire non, je trouve ça intéressant d'aller le questionner. C'est comment on se positionne, quelles questions on se pose soi pour se dire, de toute manière, je n'ai que 12 heures à allouer à mon activité professionnelle, donc je n'en ai pas une minute de plus, sinon je me mets en danger ou je mets en danger ma famille, et ça c'est légitime de le justifier. Mais du coup, dans ce temps-là, je ne peux faire que ça, et le reste, je ne peux pas le faire. Comment je dis non? Alors, c'est toujours pareil, c'est ça qui est bien avec la gestion du temps, c'est qu'il y a toujours un double rebond dans la gestion du temps. Il y a pourquoi et il y a comment. Donc la première question, c'est pourquoi je dis non. Et donc là, on en revient à la hiérarchie des priorités qu'on se sera donné. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? J'ai 12 heures de temps et j'ai 20 heures de travail. Donc,
ça ne rentre pas. Mathématiquement, tout à fait. Les 20 ne rentrent pas dans les 12. Donc la question devient, qu'est-ce que je ne fais pas? La question n'est plus qu'est-ce que je fais, la question devient qu'est-ce que je décide de ne pas faire. Et cette décision de ne pas faire, je vais la prendre en fonction d'un critère d'importance. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour mon chef d'établissement? Qu'est-ce qui est important pour les parents d'élèves? Qu'est-ce qui est important pour les élèves? Après, il y a une tambouille à faire, il y a une vinaigrette, il y a une mayonnaise à faire monter avec tous les acteurs qui sont les acteurs d'un établissement scolaire pour pouvoir se dire, OK, la priorité numéro 1, c'est celle-ci, la priorité numéro 2, c'est celle-là, la priorité numéro 3, c'est celle-là. La priorité numéro 1, je lui alloue X minutes ou heures. La priorité numéro 2, je lui alloue, etc. Et une fois que vous êtes à 12 heures, eh ben le reste, ça s'arrête. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a plus d'enjeux. Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a plus d'enjeux à faire ce que j'ai décidé de faire. L'enjeu, c'est-à-dire ce qu'il y a à gagner ou ce qu'il y a à perdre, est plus important. Donc du coup, je décide d'investir du temps sur ce sujet-là. Ça, c'est le pourquoi. Et le comment, c'est de savoir faire la pédagogie du non. C'est-à-dire non pas de dire, tu sais, ça, je ne le fais pas parce que c'est pas ceci, c'est pas cela, mais mettre en perspective, ça, je ne le fais pas parce que j'ai décidé de faire autre chose à la place. Et il faut toujours, entre guillemets, vendre le non positivement. Parce qu'en fait, quand je dis non à quelque chose, c'est une phrase bien connue aujourd'hui, quand je dis non à quelque chose, je dis oui à autre chose. De même que quand je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Je ne peux pas dire oui et non en même temps à la même chose. Donc, quand je dis oui à quelque chose, oui, je vais chercher le pain, et bien pendant les 5 minutes que va me prendre cette tâche d'aller chercher le pain, et bien pendant ces 5 minutes-là, je ne peux pas faire prendre le bain à un de mes enfants. Vous voyez, quand je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Mais d'un autre côté, quand je dis non à quelque chose, c'est parce que je dis oui à ce que je vais faire à la place. Et donc l'idée, c'est de vendre. Quand je dis vendre, vous me comprenez, c'est de mettre en perspective séduisante ce que nous avons décidé de faire au regard de l'importance que cela a, au regard de la priorité qui a été identifiée. Après, il faut être capable d'argumenter sur comment tu es arrivé à cet ordre de priorité. C'est pour ça qu'on ne peut pas décider tout seul. On peut décider tout seul pour sa vie, mais on ne peut pas décider tout seul dans un établissement scolaire où on partage des responsabilités à plusieurs. Et des choses les parents attendent des choses de nous, les élèves attendent des choses de nous. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, et que peut-être il est peut-être intéressant de donner à voir, c'est que finalement, on est très peu conscient du temps que l'on prend pour faire les choses. Et je trouve que de passer par cette phase d'inventaire où on traque le temps, notre temps. Et est-ce qu'on peut parler de cet exercice qui est super important et révélateur? Et qu'on fait très peu. En général, on le fait quand on a la chance de participer à une formation en gestion du temps. On le fait donc une fois et on trouve ça génial. On le fait la semaine qui suit et puis petit à petit, le quotidien nous rattrape. Le soufflet alors retombe par la simple force de l'attraction terrestre. Comment on traque son temps? Alors déjà, il y a un premier truc, c'est prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y a un temps objectif et il y a un temps psychologique. Et ça, c'est hyper important pour se dire, vous voyez, par exemple, en ce moment, on est dans une période où il y a beaucoup de football. 1 minute pour l'équipe, quand il reste 1 minute, pour l'équipe qui mène 1-0, cette minute-là, elle est très longue. Pour l'équipe qui est menée 1-0, cette minute-là, elle est très courte. Pourtant, c'est la même minute. Donc, quand vous avez le doigt coincé dans les portes de l'ascenseur, 1 minute, c'est très, 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 très long. Donc, le temps psychologique est important. Enfin, il faut prendre conscience de ce temps psychologique parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. On ne peut pas s'appuyer sur le temps psychologique pour organiser son temps, pour structurer son temps et pour planifier son temps. On a besoin d'une horloge extérieure. L'horloge intérieure est toujours mauvaise conseillère. On pourrait dire, tiens, il y a un roman, 200 pages, 2 minutes par page, donc 400 minutes, 400 divisé par 60, je vous laisse faire le calcul. Donc on pourrait se dire, voilà, il y a pour lire un roman de 200 pages, ça dure tant. Oui, mais non,
Parce que le roman, soit il nous passionne, soit il nous ennuie. Quand il nous passionne, on va aller plus vite. Quand il nous ennuie, on va aller plus lentement. Donc le temps psychologique, il faut en être conscient pour pouvoir le mettre de côté. C'est pas le temps psychologique va nous aider à mesurer le plaisir, va nous aider à mesurer est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend. Ça, le temps psychologique va nous donner des réponses là-dessus. Mais en revanche, pour la planification, donc pour l'organisation de notre temps, il faut absolument faire confiance, non pas au temps psychologique, mais au temps horloger, donc à un temps externe, un arbitre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de l'arbitrage en foot et l'arbitre qui siffle la fin du match, le temps additionnel, etc. C'est pour qu'il y ait une donnée objective qui nous permette de. Et donc, quand on se lance dans une tâche, c'est très intéressant de mesurer combien de temps ça nous prend et puis de s'habituer, de voir si on progresse aussi. Est-ce que plus je le fais, plus je vais vite Est-ce que quand je prends des conseils à droite à gauche, est-ce que j'ai accéléré ou pas Et se donner se donner des limites, se donner des plages de temps et les respecter et s'imposer, c'est un respect de cette planification, cette planification extérieure. Donc là, les bips sont là pour nous aider et vraiment de respecter ça. Il y a quelque chose de terrible dans cette gestion du temps, on l'a dit, c'est qu'il faut se comprendre soi-même, nos motivations intérieures, comprendre aussi là où on est bon, là où on est performant, là où on l'est moins. Il y a aussi, après, il faut décider, ok, puisque maintenant j'ai bien compris, je décide. Donc ça, je ne le fais pas, ça, je le fais. Je mets en place telle routine, je m'organise comme ça. Là, j'y vais le mardi, je vais à la salsa. Comme ça me permet de respirer. Le mercredi, je corrige. Donc j'installe des routines, je décide. Puis à un moment donné, vous avez compris, vous avez décidé. Et après, il faut respecter. C'est ça. Parce que la gestion du temps, l'organisation personnelle, l'organisation du temps, c'est de la discipline. Discipline. Une fois que vous avez trouvé vos motivations profondes, pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vous motive dans les choses que vous faites, une fois que vous avez les réponses à ça, vous prenez, on l'a dit, des décisions d'organisation, de routine, vous allez sanctuariser des moments et ensuite, une fois que vous avez sanctuarisé, il faut respecter. Un sanctuaire, quand les gens rentrent dedans et quand les gens traversent, c'est plus un sanctuaire, il est plus sanctuarisé. Donc c'est vraiment, quand on dit que les pôles, on les protège, etc., et que hop, ça y est, on commence à faire le commerce, et ça y est, c'est foutu. Donc il y a un moment donné, on respecte les décisions qu'on a prises. Il ne suffit pas de prendre des décisions en gestion du temps et en organisation personnelle. C'est une étape très, très bien sûr essentielle. Je prends de la décision, je prends mes routines, je prends mes décisions de planification, je prends mes décisions d'arrêter un certain nombre de choses. Et après, je suis discipliné. La permanence, l'exigence de discipline pour notre gestion du temps. On en parle de cette discipline, comment on respecte tout ça. Et tu as fait des petites notes là qui me semblent intéressantes de partager. Comment je m'y tiens. Je me donne des interdictions. C'est toi qui as mis ça. C'est pas moi. Ça devait être très pertinent. Tu étais très, très inspirée. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que de façon pragmatique, comme tu dis, j'ai décidé que je bossais, le week-end, je bosse 2 fois 2 heures. Mais comment je fais pour respecter ? Et voilà, je veux bien qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Toi, tu disais, se donner des interdictions. Je trouve ça intéressant, ça. Mais oui, parce que de même que c'est très important. Alors, sur la partie, la partie motivation, c'est très important de se donner des autorisations. Je m'autorise à dire que ma belle-mère, elle me fatigue. Je m'autorise à rentrer dans un projet qui n'est pas directement lié au programme scolaire, mais qui en revanche apporte tellement de développement pour les enfants que je m'autorise à l'aborder en classe. Donc, pour la partie motivation, je me donne des autorisations. Et pour la partie organisation, là, je dois me donner des interdictions. Et ces interdictions, on a dit pas mal de dialoguer aussi avec les personnes qui nous entourent et de se dire, par exemple, après 22 heures, il n'y a plus d'ordinateur. Donc ça, c'est une interdiction. Je m'interdis et je me mets des post-it sur le mur à côté de l'ordinateur ou sur le bureau ou sur la fenêtre.
je m'interdis d'ouvrir l'ordinateur après 22 heures. Alors évidemment, c'est pas celle-là nécessairement qu'il faudra. C'est pas Bien sûr, nécessairement tout à fait, cette non, oui, interdiction-là tout à fait, qui est la oui, bonne pour chacun d'entre nous. oui. Mais il faut, là encore, bien se connaître et connaître son environnement pour qu'on puisse se donner les bonnes interdictions. Elles peuvent être aussi co-construites quand on vit en famille. 100%, 100%, 100%. À partir du moment où elles répondent Tout à fait. à l'objectif. Mais complètement, donc, bon, on peut se donner un nombre d'heures de travail maximum, d'affilée. Je ne fais pas plus de 2 heures d'affilée sans une pause. Vous savez, maintenant sur l'autoroute, on vous dit, Tout à même fait. les Faites voitures, une pause. même les voitures maintenant automatiquement proposent l'électronique. Il est temps des de faire voitures. une pause. Voilà, exactement, proposent elles-mêmes. Donc c'est un petit peu cette idée-là, c'est de se dire, ben voilà, je ne fais pas 2 heures je fais pas plus de 2 heures d'affilée, donc je m'interdis, je me mets un bip et puis au bout de 2 heures, je vais faire le tour du pâté de maison. Ça peut être pas le week-end, pas le dimanche, pas le soir, pas le matin. Après, c'est ce qu'on disait, mieux je me connais, mieux je sais que je suis efficace le matin, moins le soir, ou inversement, je suis efficace le soir, mais pas le matin. Et donc, du coup, quand on connaît bien les fameux cycles circadiens, on va positionner les activités au moment de la journée qui sont le plus opportun. Mais en tout cas, il faut chercher et ne pas hésiter à être très rigoureux avec soi-même. Et cette rigueur, c'est comme dans une classe. C'est à un moment donné, on donne des interdictions. Ouais, tout à fait. Ça, c'est non. On avait dit qu'on ne se levait pas sans demander. Bon, je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs qui est pertinent, mais en tout cas, on fixe un certain nombre de règles du jeu et ensuite, on les respecte. Et quand on ne les respecte pas, là aussi, on peut apporter une dose un peu ludique. C'est de se donner des gages ou de se dire à soi-même, tiens, à chaque fois que je ne respecte pas, je me mets, je sais pas moi, 5 € dans une tirelire, et puis la tirelire, elle me sert à ce que vous voulez. Mais il faut à la fois donner du ludique et de la règle. Ouais, et c'est ça qui est pas simple toujours de trouver. Là aussi, oui, on parlait d'interdiction et il y a aussi des lieux qu'on peut s'interdire. En se disant, tiens, non, dans le salon, non. Ou des interdictions du type, je ne suis pas avec mes enfants et mon téléphone portable. Je me l'interdis. Donc, quand je fais un temps avec mes enfants, si j'en ai, si je suis en train de prendre le bain ou je suis en train de faire les devoirs, je n'ai pas en même temps un regard sur, tiens, j'ai reçu un mail, et si c'était le proviseur qui me demandait de faire quelque chose au dernier moment. Non, donc, voilà, je m'impose, d'abord je définis les règles et ensuite je me les impose. Donc autorisation sur la motivation et interdiction sur l'organisation. Et je veux bien Alors on va au bout, et pour moi au bout il y a la planification, ce temps où on planifie, c'est-à-dire qu'on a une espèce de to-do où on liste tout ce qu'on a à faire, donc des listes qui peuvent devenir interminables, qui n'ont pas... ni de séquence dans le temps, ni de durée, on ne sait pas comment, elles ne sont pas inscrites nulle part. Et la planification, c'est quoi pour toi? Et comment on peut l'inscrire dans notre quotidien? Et comment elle devient efficace? Ou pertinente, ou efficiente, ou... On aimerait tous avoir cette baguette magique. Oui. Après, je suis bien consciente que ce n'est pas une baguette magique, mais il y a quand même des trucs d'organisation. Oui, bien sûr. Il y a toujours des trucs qui sont toujours basés, c'est ça qui est désopilant d'ailleurs, c'est que c'est toujours basé sur beaucoup de bon sens. L'organisation du temps, c'est beaucoup de bon sens et de discipline. Et bon sens sans discipline, ça ne marche pas, et discipline sans bon sens, ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment l'addition des deux. Alors, globalement, pour moi, la planification, là encore, il faut que l'affectation du temps se fasse de façon pertinente. C'est-à-dire très bien planifier et faire beaucoup de choses qui sont inutiles. Je peux très bien planifier si c'est pour faire des choses qui ne servent à rien et qui ne servent personne. C'est pas la peine de bien planifier. Donc, ça passe par l'étape qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est faire la liste des activités, la liste des tâches, affecter un coefficient d'importance et j'en arrive, donc j'ai ma liste des tâches, j'ai le coefficient d'importance. Et donc la to-do list, la fameuse to-do list, donc la liste des choses à faire, il va falloir qu'à ce stade, la to-do list, ça n'est pas de la planification. La to-do list, c'est juste une extension de notre mémoire. C'est pour être sûr de ne pas oublier ce que j'ai à faire, je le note. Et j'ai ma liste de bullet points, enfin de points voilà. Donc c'est de la mémoire, la to-do list, c'est tout. Si je veux passer de la to-do list à l'organisation du temps,
je dois prendre, d'abord, je dois éliminer les tâches que j'ai listées. Éliminer. Avant de les éliminer, je challenge, hein, je mets au défi chacune des tâches. Est-ce qu'elle est vraiment importante? Quel est l'enjeu qu'il y a en face? Et est-ce que je confirme que c'est bien moi qui vais faire cette tâche? Ou est-ce que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je ne peux pas abandonner cette tâche? Donc, si je décide que c'est bien à moi de la faire, cette tâche, je vais l'inscrire dans l'agenda. Donc, je passe de la liste des choses à faire à j'affecte cette chose à faire à mon agenda. Donc, je regarde les créneaux qui sont disponibles et à l'intérieur d'un créneau disponible, je planifie cette tâche. J'ai besoin de combien de temps pour la faire? La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pris combien de temps? Horloge, hein, toujours extérieure. Je corrigeais 30 copies, ça me prend combien de temps en général? Ça m'a pris 1h30, alors qu'en fait, je pensais que ça allait être fait en 1 heure, mais en fait, j'ai débordé. Ou au contraire, tiens, ça m'a pris moins. Bref, on revisite à chaque fois. Et j'affecte le temps, je le mets dans mon agenda. Mais il faut que je le mette. Je ne mets pas juste ma to-do list, parce que si je reste à la to-do list et que je ne bascule pas dans l'agenda, ce qui se passe, c'est que pendant la journée qui va suivre, vous allez être sollicité par les imprévus. Les imprévus, tous sympathiques et importants. Quelle proportion du temps? C'est énorme, hein? Oui, après ça dépend de l'organisation des uns et des autres. Ouais. Mais ça peut être, alors là aussi, une personne qui a le driver fait plaisir va être beaucoup plus sujette aux dérangements, aux imprévus, que quelqu'un qui est dans le soi parfait. Ou un soi parfait qui va permettre justement une rigueur dans l'organisation du temps qui permettra tout à fait de mettre de côté, dire ok, j'ai bien reçu ta demande et je le ferai plus tard parce que là mon temps est affecté à autre chose. Mon temps est affecté à quelque chose qui est ça, qui est pour telle raison, pour telle importance, donc je me saisirai de ton dossier à partir de telle heure, etc. etc. Donc je passe de la liste des choses à faire à l'agenda et ça c'est hyper important. Et je revisite à chaque fois, tiens, j'avais prévu 2 heures, j'ai mis 1h30, ou j'avais prévu 2 heures, j'ai mis 2h30, pour toujours revisiter et la prochaine fois être le plus exact possible dans l'évaluation du temps. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose alors, de l'ordre de l'expérience où on planifie le rendez-vous avec les parents d'une telle et en fait il y a un temps de préparation qu'on n'a pas du tout planifié. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de se dire, ok, cette tâche-là, est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Et effectivement, je la commence là et elle se termine là. Ou cette tâche-là, pour que je la réalise, en fait, il faut que j'ai eu un temps de préparation la veille ou l'avant-veille. Et moi, je sais que vraiment, maintenant, de façon systématique, dans mon agenda, ok, je mets la réunion, ok, la veille, je mets préparation, réunion. Et du coup, là, je me sens de plus en plus efficiente avec ça. Alors, c'est l'expérience, effectivement, mais... C'est un énorme facteur de gain en lucidité, ce que tu viens de décrire. On n'imagine pas, en fait, notre agenda, si on n'y prête pas une attention et si on n'y accorde pas une rigueur de la nature qu'on vient de décrire, notre agenda, on n'y met que les temps partagés. C'est-à-dire les temps de classe, les temps de réunion avec les collègues, les temps de rendez-vous avec les parents. Donc, à partir du moment où je partage le temps avec quelqu'un d'autre, je le mets dans l'agenda. Mais tout le reste, je me dis, je le ferai le reste du temps. C'est ça. Mais il y a des jours, des semaines où il n'y a pas de reste du temps. Parce qu'effectivement, fin de trimestre, les parents, donc c'est les rendez-vous, vous allez les enquiller les uns derrière les autres. Et donc, donc, si vous n'avez pas à chaque fois mis en place la très bonne pratique que Nathalie décrit, et on peut même aller plus loin, c'est que vous avez toujours un temps de préparation par rapport à une réunion ou une rencontre ou un rendez-vous, le temps de préparation, et ensuite planifier aussi le temps de ce que ça va me donner comme travail à faire. Tout à fait. Parce que très souvent, chaque événement collectif produit un certain nombre de tâches à réaliser. Et là, si vous avez cette rigueur de planifier systématiquement non seulement l'événement, mais sa préparation et son implémentation, et bien à ce moment-là, vous allez comprendre que dans la semaine, vous ne pouvez pas faire tout à fait. 10 jours ne rentrent pas dans 7. Enfin, 6. Et c'est ça, et c'est vraiment intéressant de faire l'exercice, de le mettre noir sur blanc, parce que, oui, non, ça ne rentre pas. Et du coup, ça fait un état des lieux contre lequel on ne peut pas aller. Parce que tant que ça reste là, nébuleux,
on se dit non, bah, c'est peut-être que je m'organise mal, c'est peut-être que je suis pas efficace, c'est peut-être que. Mais ça, non, en fait, c'est que ça, c'est juste ça rentre pas. Ça rentre pas. Mm. Ça ne rentre pas. Et après, parfois, nous sommes complices de notre manque de rigueur parce que finalement, on peut y trouver un bénéfice, on peut y trouver. Voilà. Enfin, moi, je rencontre pas mal de gens qui sont très débordés. Ils ont vraiment beaucoup de travail. Ils s'en plaignent. Mais du coup, c'est pas désagréable aussi que les autres les plaignent. C'est oh, dis donc, qu'est-ce que tu as comme boulot, mais c'est pas normal, mais ton boss, il exagère. Ah oui, il exagère. Je suis Donc, débordée. se faire plaindre, parfois, bah, c'est pas désagréable. Donc, du coup, on est un peu complice. Parfois, ça peut être aussi juste parce que bah, on préfère, passez-moi l'expression, un gentil bordel plutôt que quelque chose de très carré, de très rigoureux. Donc, bah, voilà, on préfère ça. On part du principe, on a la croyance que c'est ce bazar que les étincelles vont émerger. Bon, c'est une croyance, c'est ni vrai ni faux. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais il n'empêche que ça va nous entretenir dans cette situation-là. Donc oui, vraiment, plus j'affecte, plus je gagne en lucidité sur l'affectation du temps, bah, plus je me rends compte que je vais être obligé, par définition, de ne pas faire certaines choses. Et donc, autant que ce soit que le choix que je fais de ce qui ne sera pas fait, ce soit moi qui soit le mien. Ouais, tout à fait. Parce que sinon, après, c'est les oublis, mais des oublis parfois de choses qui sont très importantes, qui passent à l'as. Et parfois, alors, on va passer sur les raisons, voilà. Pourquoi on oublie certaines choses plutôt que d'autres. Ah, vraiment, j'avais oublié. Mais en tout cas, c'est un vrai piège. Oui, tout à fait. Le fait de... Parce que de toute façon, voilà. 30 heures ne rentrent pas dans 24, 10 jours ne rentrent pas dans 7, donc il faudra prendre des décisions. Je veux bien partager le témoignage de Camille qui dit qu'elle tient un bullet journal. Elle se donne 3 priorités par jour maxi. Elle liste le reste des choses qu'elle aimerait faire. Et alors, mais ne me sent pas... Ah oui, et elle liste le reste des choses à faire qu'elle aimerait faire, mais qu'elle ne se sentirait pas coupable si elle ne les réalise pas. Et elle se donne 5 priorités maxi. Voilà. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'elle a trouvé sa manière de se dire, OK, j'ai mon socle, je m'en alloue un peu plus si jamais j'ai, mais je sais que je ne vais pas culpabiliser si je ne le fais pas. Alors, pour moi, c'est une super pratique. Il existe, je me suis renseigné, il existe des bullet journal spéciaux ou spécial métier de l'enseignement. OK. Donc ça existe, vous pourrez le retrouver dans la... Si ah jamais, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je partagerai cette liste. Oui, il y a vraiment un truc, je regarde si je ne l'ai pas noté là, pop. Non. Ah si, bullet journal, prof des écoles. Enfin, en tout cas, regardez, j'ai regardé moi-même, j'ai jeté un coup d'œil sur les librairies en ligne bien connues, les françaises et celles d'autres nationalités. D'autres nationalités. Donc ça existe, c'est très facile à trouver. Je crois que c'est Vuibert qui fait ça. D'accord, ok. Oui. Donc ça m'a frappé parce que je me suis dit, en plus c'est un éditeur qui travaille dans l'enseignement. Donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est toujours pareil, ces trucs-là, ça convient à certaines personnes, d'autres ne vont pas s'y retrouver, c'est pas grave. Mais autant se donner la chance, si jamais ça nous convient, autant se donner la chance d'avoir un vrai outil d'aide à cette organisation. Et globalement, par rapport à cette pratique, moi ce que j'aime beaucoup, en tout cas moi je me l'applique à moi-même, bon je ne fais pas d'enseignement quoique, une forme de... Quand même, mais c'est chaque mois, je me fixe un objectif pour le mois. Chaque semaine, je me fixe 2 objectifs pour ma semaine. Et chaque jour, je me fixe 3 objectifs pour la journée. Est-ce que tu peux illustrer ça? Qu'est-ce que tu appelles des objectifs? Alors, ce sont soit des tâches, soit des résultats. D'accord. Vraiment des choses que tu ne veux pas, enfin, il est hors de question de passer à côté. C'est ça. Ok. C'est ça. Je ne me coucherai pas ce soir tant que je n'aurai pas préparé ma séance de coaching de la semaine prochaine. Voilà. Alors, je ne me coucherai pas ce soir tant que... Après, on apprend la flexibilité. Mais c'est important. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a dit 3. Enfin, je vous ai dit 3. Mais il faut que ça corresponde à une activité. Parfois, dans certains métiers, ce sera 10. Puis dans d'autres, ce sera une seule chose par jour. Mais c'est de démarrer le matin
Alors moi, personnellement, je fais ça. Après, le matin, j'ai une routine. C'est intéressant d'ailleurs hein, de mettre ces routines de gestion du temps en place avec les routines personnelles qu'on peut avoir aussi du type yoga, du type gymnastique le matin. Enfin, bref, moi j'ai un petit protocole le matin. Dans mon protocole, je me note les 3 trucs de la journée. Les 3 trucs que je veux absolument avoir fait ce jour-là, enfin aujourd'hui. Et le soir, je revisite toujours. Ok. Toujours, le retour. Et je le fais pareil le dimanche. Je me fais, tiens, cette semaine, c'est quoi le truc le plus important? Et ce mois-ci, c'est quoi? Alors là, c'est pas en termes d'objectifs, mais c'est plus en termes de dossiers à faire avancer. Et donc, du coup, dans ma semaine, quand je planifie en fonction des objectifs de la semaine et des objectifs du mois. Ce qui me permet de donner une forme de cohérence aussi à l'affectation de mon temps. Super. Alors, merci beaucoup. J'ai pas de quoi. Et on va d'ores et déjà prendre un rendez-vous hein, pour dans le 15 septembre, on a pris rendez-vous, il me semble. Si c'est le 15 septembre, je planifierai avant un temps de préparation en tout cas. L'idée ici, c'est qu'on puisse se retrouver d'ici, ça doit faire à peu près 3 petites semaines, que vous puissiez nous faire le rendu un peu de comment vous avez organisé votre début d'année et puis à l'épreuve de la réalité, comment ça se passe. Et nous, on essaiera d'aller un peu plus loin dans cette organisation, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin sur la préparation. Il y a quelques questions qui restent en suspens. Alors, elles restent en suspens tout simplement parce qu'il me semble qu'elles seront abordées dans l'émission avec Emmanuel Piquet la semaine prochaine, et notamment sur la reconnaissance, notamment sur les injonctions contradictoires institutionnelles. Et du coup, ça, c'est des thématiques qu'on abordera non pas dans la gestion du temps, mais plutôt avec Emmanuel où on parlera de comment ne pas être un prof parfait et lâcher cette idée de la perfection. Voilà, je crois que on a terminé. Merci beaucoup, on aurait pu dire plein de choses. Ah oui, parce qu'on n'a jamais terminé avec la gestion du temps. Un petit dicton de fin, quelque chose pour clore. Allez. Non? Rien? Rien, alors. Moi, Tous les dictons que nos grands-mères nous ont donnés ont énormément de validité. Très bien. Moi, je veux bien terminer sur une petite vidéo qui circule sur Internet et vous pourrez aller la regarder. C'est un professeur qui est entouré de ses élèves et qui a un gros bocal avec des cailloux, des graviers et du sable. Oui. Et je la trouve très illustrative. Si je la retrouve, je vous la remets dans les commentaires. Et c'est pas mal de se mettre les grosses priorités de nos vies en premier dans le bocal plutôt que vouloir les mettre après quand tout le temps est rentré. Tout le temps est dépensé, pardon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Nathalie. À dans 3 semaines maintenant. Passez une belle soirée. À bientôt.